Bonjour et bienvenue pour cet nouvel épisode sur le thème des repas en carnivore. Alors pourquoi en carnivore et pas en alimentation carnivore? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on commence une alimentation carnivore, on s'intéresse très rapidement à d'autres aspects de notre vie que sont le sommeil, l'exposition aux lumières, l'exposition au soleil, l'exposition au froid. Donc aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour Loïse, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je te reçois à nouveau. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'en doute quand même, hein, les personnes qui arriveront sur la chaîne, je pense que la plupart te connaissent déjà. Mais je rappellerai en barre de description les liens vers ton Instagram, ton groupe Facebook Les Sapiens 7, ainsi que sur quelques interviews, parce que tu as participé quand même à pas mal d'interviews avec Ulrich Génisson de la chaîne Eat Fat to Be Fit. Donc je vous invite à vous-même rechercher dans les portraits keto celui de Perrine. Tu as été aussi interviewée chez Raphaël, Raph Oui, Carnivore, il me ouais, semble à 2 reprises. 2 fois. Voilà, si vous voulez aller chercher, farfouiller dans la chaîne de Raph Carnivore, je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Et dernièrement, pour une interview passionnante que je n'ai pas encore terminée totalement avec Clément de la chaîne Carnivore Renaissance. C'est ça. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser plus précisément au repas et je suis vraiment ravie de te recevoir car j'avais envie évidemment de dresser une galerie de portraits pour que les personnes puissent s'inspirer de différentes façons d'appréhender le carnivore. Donc Alexis qui a écrit le livre Comprendre l'alimentation cétogène et carnivore est venu, ainsi que Jean-Christophe Ordonneau, l'administrateur du groupe Carnivore France. Tous les deux ont un carnivore à peu près similaire, c'est-à-dire sur plus ou moins un repas par jour, avec 700-800 grammes de viande, puis du gras à satiété. Certains, les deux consomment des produits laitiers. Et hier, j'ai reçu Céline, qui a une approche plus modérée en protéines, je dirais, et plus haute en gras, et qui ne consomme pas de produits laitiers. Donc, tous m'ont donné leur parcours du début de leur carnivore à maintenant. Donc, je vais te laisser la parole pour nous dire depuis combien de temps tu es en carnivore, comment s'est passé ton carnivore à tes débuts, et surtout, ce qui va nous intéresser, comment a-t-il évolué aujourd'hui? D'accord. Alors moi, j'ai été en alimentation carnivore à 100% pendant 3 ans, un tout petit peu moins de 3 ans, sachant qu'aujourd'hui, je suis passée sur quelque chose de plus flexible et de plus saisonnier. Mais j'ai eu besoin de passer par l'alimentation carnivore pour résoudre tout un tas de problèmes voilà, que j'ai vécu enfin, voilà, qui sont arrivés bien sûr très progressivement. Et puis au printemps 2021, j'étais vraiment au bout du rouleau et avec certaines recherches, j'ai fini par découvrir l'alimentation carnivore et donc je suis rentrée dans le mode de vie ancestral que je prône aujourd'hui et que je vis au quotidien par l'alimentation personne et donc une alimentation carnivore qui, alors au début, évidemment, pour moi, ça a été un grand saut, un grand revirement parce que je venais d'une alimentation très végétale pendant des années. Et donc au début, j'ai un petit peu tâtonné parce que j'avais pas forcément toutes les clés en main et comme j'avais une alimentation très peu carnée, enfin c'était vraiment très anecdotique quand je mangeais de la viande. Pour moi, rien que de manger, je sais pas, 150 grammes de viande par jour, c'était déjà beaucoup. Donc quand j'ai commencé le carnivore, je mangeais pas suffisamment.
de viande. Et puis, voilà, donc j'avais déjà beaucoup maigri avant parce que j'avais fait quelque chose d'assez transitoire en passant vers du paléo, qui m'avait fait réincorporer quand même des produits animaux petit à petit. Donc au début, j'étais dans un carnivore sans produits laitiers, parce qu'avec le paléo, j'avais éliminé les produits laitiers, c'est en général ce qu'on fait. Entre autres, hein, bien sûr, j'avais éliminé les grains, etc. Donc je suis partie dans un carnivore un petit peu, que j'ai fait un petit peu comme ça, instinctivement, mais qui fait que je mangeais pas assez au début. Donc, je m'en suis assez vite rendu compte parce que bah, du coup, j'étais quand même toute maigrichonne et j'étais encore, oui, voilà, carencée, quoi. Donc, je suis partie sur un carnivore très strict Mhm. avec au début donc uniquement de la viande, des œufs, du bacon, mais pas de produits laitiers. J'ai réincorporé les produits laitiers, je pense, à peu près 6 mois après mes débuts en carnivore. Mais là, pareil, en faisant bien attention à quels produits laitiers. Donc, c'était que des fromages au lait cru, pas de lait. Alors, je m'intéressais un petit peu au lait cru, mais je n'avais pas la possibilité, là où j'habite, de trouver du lait cru, tout simplement. Donc, voilà, j'ai pas creusé ça. Mais par contre, donc, des fromages à pâte dure au lait cru, fromage de chèvre, de brebis aussi, pas de yaourt et tout ça. Et puis maintenant j'ai eu une phase où j'ai réincorporé de la crème fraîche aussi, mais en fait ça c'était l'hiver dernier et j'étais sur une alimentation trop grasse en fait pour moi. Et j'ai pris du poids l'hiver dernier parce que je mangeais trop gras. Ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais pour le coup, j'ai arrêté tout ce qui était produits laitiers. En fait, là, je n'en mange quasiment plus. Vraiment de manière très occasionnelle, un bout de fromage. Mais depuis le mois de juin, mai-juin, je dirais, j'ai fortement diminué, voire éliminé complètement les produits laitiers, là. Ça, c'est vraiment une question très, comment dire, il y a les pour, il y a les contre. Ouais, En sport, il y a vraiment les deux teams, quoi. Les sans produits laitiers et les avec produits laitiers. Moi, franchement, je sais pas toi, moi, j'ai pas encore le recul nécessaire parce que ça fait 3 ans et demi. J'ai plutôt tendance à dire que ça me convient pas trop. J'ai l'impression que ouais, j'ai une gestion plus lourde et que c'est aussi très addictif. J'ai du ouais. mal à arrêter d'en manger. Donc, je Mm. dirais que ça aurait plutôt tendance à être contre-productif pour moi, mais je me dis que peut-être c'est le signe aussi que mon intestin n'est pas forcément non plus réparé. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Ouais, je pense qu'on est. En fait, je pense que ça dépend vraiment de notre génétique pour le coup, ça, tu vois, et que on a évolué, hein, les populations ancestrales européennes, en fait, certaines venant des pays du Nord ont évolué avec une consommation de lait. Bon, là, on parle de populations assez récentes, entre guillemets, hein, au moment du néolithique, le début du néolithique, ont évolué en consommant du lait. Et donc, les organismes se sont adaptés. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont les enzymes qui permettent de digérer le lait et d'autres pas. Et vraiment, je pense que ça, on peut pas. Comme aujourd'hui, on est très métissé finalement. C'est difficile de savoir quel est notre patrimoine et d'où on vient et d'où viennent exactement nos ancêtres parce qu'il y a eu un tel brassage bon, moi, clairement, j'ai quand même des origines méditerranéennes. Est-ce qu'on consommait beaucoup de lait par le passé? C'est pas sûr. Donc, voilà, moi, les produits laitiers, c'est inflammatoire pour moi. Alors, pas aussi inflammatoire que les céréales, que le gluten, que tout ça, hein. Mais, par exemple, tu vois, j'ai du psoriasis et je sais que l'hiver dernier, enfin, j'avais du psoriasis, je n'en ai plus, mais j'en avais. L'hiver dernier, quand je mangeais beaucoup de crème fraîche, que je mettais un petit peu de lait dans mon café de temps en temps, que je mangeais des yaourts, et ben je sentais, sans qu'ils reviennent complètement, je sentais que
ça me piquait, que ça me grattait là où j'avais du psoriasis avant. D'accord. Donc voilà et puis pour le coup, moi ça me fait grossir quand même aussi. En tout cas, manger trop gras et là je parle vraiment de la crème fraîche. Je pense que je mettais beaucoup, quasiment dans tous mes dans toutes mes assiettes. J'avais pris du poids. Après, ça peut être aussi un goût que l'on a qui est un peu saisonnier. Tu vois, manger plus gras en hiver. Et là, moi, je ne l'ai pas forcément décidé en plus, tu vois, au mois de juin, d'arrêter les produits, enfin les fromages et tout ça, mais j'en avais moins envie. Et je suis rentrée dans une démarche vraiment saisonnière, là, que je trouve, enfin, en tout cas, qui, moi, me va très, très bien. Et de vraiment m'écouter et de sentir ce dont j'ai envie. Et peut-être que l'hiver dernier, le fait d'avoir voulu mettre de la crème fraîche, etc., ajouter du gras dans mes assiettes, ça correspondait aussi à un besoin plus lié à la saison, au fait qu'il fasse froid. Voilà, peut-être que j'avais besoin de plus de gras à ce moment-là. Alors, on va peut-être légèrement dévier justement du repas à cette occasion que je trouve très intéressante parce que moi aussi, alors je ne saurais pas trop comment l'interpréter, mais en hiver, j'ai plus tendance à prendre quelques kilos que je perds printemps-été, mais ça, moi, ça correspond à une grande baisse d'activité professionnelle en hiver Ouais. et une hausse d'activité professionnelle. Donc, je me dis que peut-être j'ai une plus grande dépense sans m'en rendre vraiment compte énergétique. Mais à la fois, Boris Dufournet l'avait abordé dans une foire aux questions, mais je me souviens plus laquelle. Et certains membres du groupe aussi, me semble, l'ont rapporté. Et il pourrait peut-être y avoir une corrélation avec une baisse de la luminosité, la possibilité de moins synthétiser la vitamine D, etc., qui pourrait aussi engendrer une prise de poids en hiver sans vraiment grandement modifier son alimentation. Mais bon, là, on dévie un peu du On sujet. dévie un peu, mais c'est intéressant quand même. D'autant que nous qui avons des racines vraiment européennes, pour le coup, je pense qu'on a, voilà, en nous, dans les mémoires de notre corps et génétiquement, quand même un mécanisme qui était comme en fait la nature meurt en hiver. Je veux dire, il y a rien dans la nature. Alors, il y a des animaux, certes, mais point de vue végétal, etc., il n'y a pas grand-chose. Et même, est-ce que nos ancêtres n'étaient pas dans une logique de beaucoup, beaucoup manger en été et faire du gras en été et de voir du coup hiberner. J'ai ma fille qui part à l'école. Bisous ma chérie. Et qui devait pour le coup jeûner en hiver. Et, et nous qui ne jeûnons plus, peut-être que le fait de manger et de manger quand même beaucoup en hiver nous fait grossir parce que finalement, parce qu'on ne jeûne pas en fait. On dévie par rapport à un fonctionnement qui a été le nôtre pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et bon, voilà, tout ça, c'est des hypothèses parce qu'évidemment, on ne sait pas exactement comment ça se passait à la préhistoire. Mais sachant qu'on s'adapte à notre milieu, à notre environnement. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est complètement décorrélé de la nature. On est en été tout le temps finalement, donc en hiver on vit comme en été. Et si notre corps n'est pas fait pour ça, et ben du coup il y a des ajustements qui se font et peut-être une prise de poids là où en fait, alors qu'on mange finalement de la même manière qu'en été, si tu veux. Après, il y a la question de la dépense physique. Et ça dépend vraiment des personnes. Moi, je trouve quand même qu'en hiver, on nous en demande beaucoup professionnellement. Bien sûr, toi, c'est peut-être assez exceptionnel, mais au niveau dans la société en général, euh, le mois de décembre est un mois assez stressant et fatigant parce que c'est le mois où on fait les bilans dans les entreprises, on a des projets à boucler, plein de choses comme ça. Alors qu'en fait, la logique, la nature voudrait vraiment qu'on diminue l'activité, qu'on soit dans un autre rythme.
ce qui est pas le cas. Donc je pense, toutes ces nouveautés finalement dans notre quotidien, dans notre organisation, font que le corps il réagit bizarrement, quoi, parce qu'il comprend pas très bien ce qui se passe. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question, du nombre de repas et à Mmh. quelle heure, tu prends tes repas, dans la journée? Ouais, bah, là aussi, tu vois, c'est très saisonnier puisque moi je mange que quand il fait jour. Donc en fait, je vais, ce que j'ai fait cette année, c'est, cet été d'être à 3 repas par jour. Alors c'était, aussi lié, au fait que j'étais en vacances et que j'étais avec d'autres personnes, donc je voulais pas me mettre à manger, en décalé par rapport aux autres. Mais en fait, ça me correspondait très bien, ça m'allait très bien parce qu'en fait en hiver, hein, en été pardon, il fait jour, à 6 heures du matin, il fait jour et puis le soleil se couche à 22h30. Donc en fait, on peut très bien mettre 3 repas, sachant qu'on est actif physiquement et cetera. 3 repas, de juin à, en tout cas, ce que j'ai fait cette année, c'était ça, hein, je pense, 3 repas par jour du mois de juin au mois de septembre. Et puis, quand les jours, raccourcissent petit à petit, en fait, je vais vers du 2 repas par jour parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la place de mettre 3 repas, entre 9 heures du matin et 16 heures, en fait, tu vois? Là, on va arriver au mois de décembre, si je veux manger, avant le coucher du soleil, ben, il faut que je mange vers 16 heures, en Mmh. fait. Et hem et ça, pour moi, c'est très important aussi de vraiment adapter les choses à, heu, à mon environnement, et mon environnement étant, marqué par une saisonnalité, je peux pas fonctionner de la même manière, en été et en hiver. Donc le nombre de repas, voilà, ça va évidemment, évoluer. Et là, en ce moment, je suis, voilà, repartie sur du 2 repas par jour, avec un petit déjeuner. Alors ça dépend de mon organisation, de ce que je fais dans ma journée, mais voilà, parfois je suis obligée d'être déjà active à 8 heures du matin, et là je vois bien qu'à 8 heures, il fait encore un petit peu sombre, donc je pense que je décalerai mon petit déjeuner peut-être, vers 9 heures, 9h30, et puis mon deuxième repas, vers 16 heures. Et puis voilà, mes 2 repas. Bien sûr, en ajustant les quantités. C'est pas parce que je passe à 2 repas que je mange moins que quand j'étais à 3 repas. Donc des repas qui sont plus copieux, que quand je suis à 3 repas par jour. Voilà. En termes de quantité, donc il y a plusieurs approches, du carnivore. Toi, tu es plutôt, comme ce que j'ai compris, c'est que, une grande quantité de gras ne te convient pas trop, donc je pense que tu es plutôt assez haut en protéines. Enfin, tu es au moins sur du 1-1, Oui, j'imagine, mais ouais, c'est tu ça. es pas bas en gras, mais donc tu es plutôt sur une approche assez haute en protéines, Ouais. heu par rapport aux recommandations, on va dire, ton poids fois 10 grammes égale environ la quantité de viande par jour, ou c'est, Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Je suis sur la base du 2 grammes, de protéines pures par kilo? par, kilo de poids idéal, par jour. Donc ça, bien sûr, là, on parle que des protéines et pas du gras, sachant que du coup, je consomme des morceaux de viande grasse, heu, pour avoir, environ, voilà, 20%, 15-20% de gras dans les morceaux de viande que je choisis, et je rajoute pas, en fait, je rajoute pas à part le gras que j'utilise pour faire cuire dans ma poêle, je ne rajoute plus de beurre comme j'ai pu le faire, ou de crème fraîche. J'en rajoute pas. Et en termes de qualité de viande, de diversité de viande, tu es plus, sur de la viande de ruminant, en majorité, ou tu es un carnivore très varié? Il me semble que c'est plus ruminant, mais tu vas pouvoir peut-être, affiner, Ouais, alors je mange, toutes les viandes, sauf que ma base, elle est quand même, vraiment, sur le bœuf.
Donc tous les jours, je mange du bœuf haché, hein, parce que c'est ce que je trouve de plus abordable. Mais ça m'empêche pas de manger du porc, occasionnellement du poulet, même si je suis pas très très fan. Mais bon, quand mes enfants sont là, ils aiment bien. Donc des cuisses de poulet, ou parfois même on fait des blancs de poulet au curry, des choses comme ça. Bon, là, j'adapte un petit peu, hein, avec mes enfants, et ça m'arrive aujourd'hui, parce que je suis plus en carnivore strict, de manger un poulet au curry avec un peu de lait de coco, tu vois. Donc là, je sors du carnivore. Mais en tout cas, pour parler des viandes en elles-mêmes, euh, ouais, c'est quelque chose. Je mange des viandes variées, mais ma viande de prédilection, c'est quand même la viande de ruminant, donc le bœuf. Et ma viande préférée, c'est l'agneau, mais bon, ça coûte un peu cher, donc j'en mange pas tous les jours, hein. Mais ce que je préfère manger, moi, c'est les côtelettes d'agneau bien grillées, bien grasses. Là, ça, c'est le bonheur absolu. Euh, voilà, je mange des abats, je mange du foie, je dirais une fois par semaine, environ 100 grammes. J'ai la chance d'avoir un tripier au marché, pas loin de chez moi, donc j'aime bien y aller puis essayer des choses. Donc j'ai pu acheter du cœur, de la cervelle, euh, de la langue, enfin voilà, des pièces qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui sont très très nutritives, hein, très riches en nutriments. Donc ça fait partie aussi de mes assiettes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans mes assiettes? Alors les œufs, oui, je mange des œufs, j'en mange minimum 4 par jour, voire plus. Mais en tout cas, mon petit déjeuner, c'est 3 ou 4 œufs en fonction de la dose de viande hachée que je mets. Je fais un gros petit déjeuner, moi, hein. Je pense que je suis à peut-être en protéines à 70 grammes de protéines pures au petit-déj. C'est ton repas principal, on va dire. Ouais, c'est vraiment voilà, mon deuxième repas sera un tout petit peu moins copieux, mais quand je suis à deux repas, voilà, je suis à peu près à deux repas. Enfin, j'ai un petit déjeuner qui est un petit peu plus gros que le dîner. Et puis quand je suis à trois repas, évidemment, je me fais un petit déjeuner plus léger parce que sinon, ben, j'ai pas faim à midi, quoi. À 13 heures, j'ai pas faim. Donc là, j'ajuste les quantités. Je mange pas forcément de viande hachée. Je peux me faire que des œufs et du bacon, par exemple, le matin quand je suis à trois repas par jour. Oui, parce que enfin, je ne sais pas quel est ton ressenti, mais moi je trouve que quand même les œufs, alors en termes aussi de mastication, etc., ça n'apporte pas vraiment la même satiété qu'un Ouais, morceau de viande. Donc si on veut avoir faim plus rapidement, c'est vrai que les œufs, c'est une bonne voilà. option, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, parce qu'on l'a brièvement abordé, tu as dit qu'aujourd'hui, tu n'étais plus carnivore strict, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment tu comptes rester en carnivore, à quel moment tu t'éloignes un peu plus, tu te donnes un peu plus de flexibilité, et Ouais. à quoi ressemblent à ce moment-là tes assiettes? Est-ce que tu es toujours aussi haut en protéines, ou est-ce que tu changes un petit peu tes macros, sans rentrer dans quelque chose de trop scientifique, bien sûr? Ouais, ouais. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que je suis carnivore tous les matins. Ça, c'est sûr. Donc mon petit déjeuner, il est 100% carné. J'ai pas de glucides, j'ai pas de fruits, j'ai pas de fibres, de légumes, quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, quand je suis à deux repas par jour, j'ai déjà la moitié de mes repas qui sont carnivores. Et ensuite, alors c'est vraiment quelque chose de saisonnier. Pour moi, le carnivore strict, je vais y retourner bientôt en novembre. De novembre à mars, voilà, en fait en hiver.
avec peut-être de temps en temps des petites sorties, mais qui seront pas pour manger des mangues, hein, éventuellement manger un peu de courge ou voilà des végétaux de saison, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose, mais les fruits de saison entre guillemets, hein, c'est vraiment les potimarrons, les courges butternut, ce genre de choses-là, donc des fruits qui sont pas sucrés. Donc ça, j'envisage d'en manger, peut-être 1 ou 2 pommes de terre, refroidies là pour en faire de l'amidon résistant, des choses comme ça. Mais je pense que ça, ce sera assez, anecdotique et que je vais être vraiment dans un retour au carnivore cet hiver. Ça permet de faire un bon reset, ça me paraît logique, vraiment d'un point de vue, environnement, voilà et saison. Donc ensuite, en fait, mes macros, alors je me pose la question de la quantité de protéines et ça, c'est vraiment lié à mon activité physique pour le coup. Cet hiver, est-ce que je serai aussi active physiquement qu'aujourd'hui, enfin que pendant l'été? Je ne sais pas. Est-ce que je vais adapter ma pratique sportive aussi au fait que c'est l'hiver et que je suis censée ralentir un petit peu? Est-ce qu'au lieu d'aller 3 fois à la salle de sport, j'irai pas une seule fois ou deux? Ça, c'est des questions que je suis en train de me poser et voilà, pour moi, c'est important aussi de réfléchir à ça. Est-ce qu'en hiver, c'est logique que je sois aussi active qu'en été? Pas forcément, mais j'aimerais de toute façon quand même faire attention à maintenir ma masse musculaire, etc. Donc il n'est pas question non plus de rien faire pendant 3 mois, c'est pas du tout l'idée. Mais du coup, si jamais j'avais des journées pendant lesquelles je ne fais pas de sport, est-ce que je diminuerais pas aussi ma quantité de protéines en descendant vers les 1,6 grammes par kilo de poids de forme? Tout ça, c'est une réflexion que je suis en train de mener donc je vais tester des choses moi cet hiver. Voilà, je vais vraiment tester tout ça et voir comment je me sens, voir l'impact que ça a sur ma santé mentale, physique, mon poids. Je sais que depuis que je mange moins gras et que j'ai cet été réintroduit un peu de glucides, mais un peu, hein, je suis pas, je suis pas à me gaver de fruits du tout. Hein, c'est manger un fruit par jour en été. Et j'ai mangé un petit peu de riz de temps en temps, un petit peu de pommes de terre, de patates douces. J'ai perdu du poids. J'ai Mais perdu du poids. je te coupe sur ce sujet-là parce que c'est vrai que des fois, il faut trouver vraiment sa routine personnelle. Et après, on en parlera parce que tu fais aussi des accompagnements, etc. Et moi, une Mmh. de mes problématiques, justement, par rapport à ce que tu dis là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était la tendance à la suractivité, l'hyperactivité par rapport à mon passé troublé avec les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Que j'aille marcher, même si j'étais par exemple en plein dans mon cycle, j'étais crevée, il fallait que j'aille marcher, les 10 000 pas, enfin j'avais des tas d'obsessions comme ça. Et cet été, donc d'habitude l'été, je travaille donc 7 jours sur 7, 12-15 heures enfin 15 heures par jour plutôt, et je me consacrais tous les matins 45 minutes pour aller nager 1,5 km, prendre un peu le soleil et Ouais. tout ça. Et, et cette année, en fait, bon, bah, pour diverses raisons, en fait, je suis allée à la piscine prendre le soleil, mais on va dire que j'ai trempé dans la piscine sur une frite. Et en fait, eh bien, j'étais beaucoup plus détendue et j'ai perdu plus de poids cet été que parce que bon, j'ai un recul de presque 4 ans maintenant, que Ouais. les autres étés. Donc, Ouais. tu vois, comme quoi l'activité, c'est pas non plus essentiel pour maintenir ou atteindre pour les gens qui ont Ouais. des objectifs Oui, de puis ça peut être contre-productif pour le coup quand ça devient un stresseur en fait.
c'est Si tu ça. fais monter ton cortisol tout le temps, eh ben, voilà, tu fais monter ta glycémie et bam, en fait, tu as beau être en carnivore et pas manger de sucre, eh ben, tu peux quand même prendre du poids simplement à cause du stress. Et c'est vrai que s'imposer des routines sportives excessives avec beaucoup d'endurance ou des choses comme ça, ben, ça peut effectivement faire prendre du poids. Et ouais, on peut avoir tendance, parce qu'on se sent bien, parce qu'on est en forme et puis qu'on est parti dans une logique un peu d'optimisation, de devenir vraiment la superwoman et tout ça, bah d'en faire trop, sachant que nous, les femmes, en plus, on est sensibles au stress. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un fonctionnement cyclique. Il y a des moments du mois de notre cycle menstruel où on a besoin de faire pause, de ralentir, d'être plus dans le soin de soi, le repli, le repos. Et puis, voilà, on est vraiment dans une alternance d'action, repos, action, repos. Et si on s'impose d'être tout le temps dans l'action, nous, les femmes, on peut vraiment en pâtir. Et ça, c'est important. Et je me demande, moi, justement, si cette alternance repos-action, elle n'est pas aussi importante d'être vécue au niveau de l'année. C'est pour ça que j'entre un petit peu dans cette logique, avec du coup l'idée d'avoir un apport supplémentaire en glucides modérés, voire low carb, hein, vraiment, mais un petit apport en glucides en été pour aussi l'apport énergétique que ça peut apporter, parce qu'on est dans l'action et parce que ben, finalement, il y a un peu de glucides quand même qui poussent dans la nature sous l'action du soleil, etc. Et en hiver, ralentir un petit peu. D'autant plus, je pense qu'il y a peut-être une différence aussi entre les femmes et les hommes à ce niveau-là, que n'en déplaise aux féministes qui veulent absolument nous prouver que les femmes à la préhistoire, elles allaient chasser le gros gibier avec les hommes. Vraisemblablement, c'est pas le cas, hein. Les femmes qui étaient tout le temps soit enceintes, soit en train d'allaiter, soit en train de s'occuper des petits, il était hors de question qu'on les mette en danger. C'était les matrices, c'était l'avenir du clan, du groupe, qu'elles se mettent en danger en allant chasser et mettre leur vie en danger à la chasse. Elles mettaient déjà leur vie en danger quand elles accouchaient. Donc voilà, donc les femmes vraisemblablement ne chassaient pas, ou en tout cas pas le gros gibier, mais peut-être plutôt des petits mammifères autour du clan. Et donc, elles étaient moins actives physiquement, de fait. Elles faisaient plein de choses, mais ce n'étaient pas les mêmes types d'exercices que les hommes. Et puis, elles avaient peut-être accès à une nourriture un peu plus végétale, du fait qu'elles faisaient un petit peu de cueillette, ce qu'on pouvait trouver, mais à proximité aussi du clan, alors que les hommes, eux, ils partent loin et ils ramènent la viande. Peut-être que les femmes, du coup, mangeaient plus souvent dans la journée. On peut imaginer que les hommes partant à la chasse le matin, ils prenaient pas de petit déjeuner. Enfin, bien sûr, évidemment, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais ils mangeaient pas le matin. Ils partaient et ils revenaient et ils faisaient un gros repas, alors que les femmes étant euh, voilà, dans un quotidien plus statique, etc., et plus localisé, pouvaient peut-être manger un petit peu le matin, un petit rongeur qu'elles avaient chassé, ou je ne sais pas, un petit lapin. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait comme faune et où on se situe sur la planète, mais j'imagine, moi, que la répartition des tâches faisait qu'on n'avait peut-être pas exactement le même mode de vie. En fait, au quotidien, et que du coup, ça s'explique aujourd'hui aussi par, par exemple, ces femmes qui sont en carnivore trop longtemps et qui, ben, au bout d'un moment, sont pas bien, ont des problèmes de thyroïde, et cetera. Est-ce que ça veut pas dire que les femmes sont plus faites pour une flexibilité, être un peu en carnie de temps en temps, être en cétose de temps en temps et en sortir? Parce que c'est quelque chose qu'on aurait vécu, nous, en tant que femmes, différemment des hommes. Question, Oui, grande hypothèse, est-ce qu'on peut y répondre et en être sûr? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions avec le prisme de qu'est-ce que c'était qu'être un homme à la préhistoire et qu'est-ce que c'était qu'être une femme à la préhistoire? Et oui, au niveau de l'exercice physique aussi, tu vois? Est-ce qu'une c'est femme, elle était pas c'est très intéressant ce que tu dis, dans le sens, un peu de la même manière,
que le parallèle que tu as fait par rapport aux moments d'activité et de jeûne en hiver qui sont justement plus d'actualité aujourd'hui. Et ça m'offre une transition parfaite pour te demander, comme tu fais des accompagnements, bien sûr, exclusivement féminins, vu que c'est quand même assez basé sur les hormones, le cycle féminin, etc. Euh, je suppose qu'aujourd'hui, la femme moderne n'a plus ce rôle-là, justement, comme tu dis, hein, avec le féminisme, etc., l'activité. Les femmes, elles sont plus forcément au foyer, protégées, à s'occuper de la famille, un peu de cueillette, procréer, etc. Donc, c'est peut-être pas, enfin, tu vas me le dire, toi, dans tes accompagnements, tu ne proposes peut-être pas cette flexibilité à toutes les femmes parce que je suppose qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent sur ce mode de vie avec un métabolisme complètement effondré, des comportements complètement biaisés, enfin, et c'est peut-être pas opportun pour toutes les femmes d'avoir cette flexibilité, au moins dans un premier temps, Ouais. que ce serait compliqué à gérer pour elle et sans doute contre-productif. Enfin, tu vas Oui. peut-être éclairer sur le sujet. Ouais, alors là vraiment, pour le coup, c'est l'avantage de l'accompagnement personnalisé, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Et effectivement, si une femme arrive à moi dans un état d'épuisement, comme on peut le voir souvent, très voilà, très problématique, je vais les accompagner, on y va assez progressivement, mais vers du carnivore de toute façon pour, pour réparer, le métabolisme, pour retrouver un fonctionnement normal et le temps qu'il faut. Et ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Et bon, je les accompagne pas ad vitam aeternam évidemment, mais je les mets toujours sur des rails en leur expliquant ce qui est possible de faire ensuite et qu'elles sont libres évidemment, hein, de rester en carnivore strict le temps qu'il leur faut, le temps nécessaire. J'essaie vraiment parce que pour moi, ça n'a pas été facile de me dire, au bout de 3 ans, je vais réincorporer des choses que j'avais éliminées. Je les avais éliminées parce que potentiellement, elles pouvaient me faire du mal. Et aujourd'hui, je les réincorpore. Donc il y a quand même, on a quand même peur quand on rentre dans cette démarche-là. Donc pour moi, le régime carnivore tel que je le présente à mes clientes, c'est vraiment un régime d'élimination qui permet de faire un grand reset, qui permet de réparer de manière accélérée nos organismes épuisés, carencés, maltraités, empoisonnés, tout ça. Et que comme c'est un régime d'élimination, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire toute sa vie. Pour moi, c'est vraiment un outil auquel on va pouvoir faire appel de manière cyclique, régulière, pour refaire ce reset régulièrement. Moi, je considère que c'est intelligent de le faire en hiver particulièrement, parce que c'est logique d'un point de vue de la nature. Mais si une femme considère que elle a besoin de le faire plus que 3 mois en hiver et que pour se réparer, elle va devoir passer par 2-3 ans, plus peut-être, comme moi, de carnivore strict, elle le fait, mais sans rentrer dans quelque chose de très dogmatique et en se disant que ça, c'est la seule façon de manger pour Homo sapiens et qu'en dehors de ça, point de salut, c'est pas vrai. Et Homo sapiens, il a évolué, c'est un être opportuniste qui s'est toujours adapté à son environnement. Aujourd'hui, on s'adapte à notre environnement au point d'en mourir, hein, donc il faut faire attention et trouver un juste milieu. Mais manger quelques fruits rouges en été, ça, c'est pas ça qui va nous mettre en danger. Et puis bien sûr, on prend en compte la personne avec son histoire. C'est ça très important pour moi. Et quand j'ai en face à moi une personne qui a eu une grosse addiction au sucre, des troubles du comportement alimentaire, eh bien là, on va réfléchir à quelque chose d'adapté en évitant effectivement de revenir vers des aliments sucrés. Donc là, les fruits, on va dire a priori,
il y aura peut-être plus jamais de fruits parce que c'est trop dangereux. Rester sur une alimentation cétogène, carnivore, voire de temps en temps incorporer de l'avocat, éventuellement quelques légumes, mais voilà, toujours quelque chose de très, très, très adapté, très personnalisé, parce que on n'a pas toutes les mêmes histoires, pas toutes les mêmes terrains, et qu'il faut vraiment le prendre en compte. Mais pour moi, il y a toujours l'idée quand même que pour la plupart des femmes, aller vers quelque chose de cyclique, même dans leur alimentation, ça peut être très pertinent. Donc c'est comme ça que je le présente aujourd'hui. Le carnivore, c'est super, mais c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Et c'est vraiment un outil qui peut être très utile, auquel on revient. Et moi, j'y reviens tous les ans maintenant. Donc, si des personnes regardent cette vidéo et sont intéressées par ton approche, eh ben, bien sûr, elles peuvent te contacter par Instagram. Oui, Si sur le réseau social Facebook, elles peuvent rejoindre le groupe des Sapiens 7. Je remettrai les infos en barre de description. Et oui, donc, tu fais toujours donc, de l'accompagnement individualisé, mais tu as aussi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, le projet d'une formation, enfin, qui va bientôt aboutir, je suppose. Là. oui. Ouais, ouais, je suis en pleine préparation de tout ça. Mais oui, du coup, une formation en ligne qui est dédiée aux femmes, et qui leur permet de mettre en place dans leur quotidien un mode de vie ancestral. Donc il y a l'alimentation évidemment, et puis il y a tout ce qui va avec, la lumière, le cycle menstruel, le chaud, le froid, le sport, routine sportive, etc. Donc tous ces domaines-là, plus aussi un accompagnement d'ordre un peu plus, enfin un accompagnement, c'est pas un accompagnement, mais en tout cas des pistes que je donne dans mes contenus vidéo pour travailler plus le côté émotionnel aussi, de son rapport à la nourriture, etc. Et beaucoup, beaucoup de conseils très pratiques sur comment mettre ça en place dans son quotidien, avec aussi des fiches PDF, des petites choses à télécharger. Voilà, avec cette idée de prendre en compte notre environnement, la saisonnalité, les cycles, notre nature féminine. On est des femmes sapiens, mais on est aussi des femmes, et il y a des choses qu'on fera pas comme les hommes pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure. Voilà, donc ça, je suis très, très heureuse de travailler dessus et de monter ça. Et puis, dans le courant de l'automne, je présenterai ce programme, cette formation en ligne. En plus, voilà, des accompagnements que je fais. Alors là, je prends en ce moment plus de nouvelles clientes parce que comme j'ai ce projet-là qui me prend beaucoup de temps, je peux pas tout faire. Mais je reprendrai des nouvelles clientes aussi en coaching dans quelques temps, dans quelques mois peut-être après Noël. Voilà. Mais je D'accord, suis disponible aussi pour répondre à des questions comme ça sur les réseaux. Si les personnes veulent me contacter, c'est avec plaisir. d'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Perrine, pour cet échange. Et bah, j'ai hâte de découvrir le visuel de ta nouvelle formation, parce que je suis sûre que ce sera très sympa, soigné, avec un peu d'humour, enfin, à ton image. Et, Voilà, euh, et merci encore d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Et je C'était te un souhaite plaisir. une excellente journée à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Loïse, à bientôt. Au revoir, Perrine.